Les revendications féministes montent partout dans le monde. Dès 1848, quelques féministes américaines avaient organisé leur premier congrès et élaboré une déclaration des citoyennes. En 1909, les ouvrières du textile des États-Unis lancent une grève retentissante pour de meilleurs salaires et manifestent dans les rues de New York. Les Américaines obtiennent le droit de vote dans tous les États-Unis en 1920. C'est l'époque où la mode féminine change. Les femmes raccourcissent leurs jupes et coupent leurs cheveux. Née le 14 novembre 1906 au Kansas, Louise Brooks meurt le 8 août 1985. Elle voulait être une grande danseuse, mais devint finalement une actrice du cinéma muet. Elle décroche son premier rôle à l'âge de 4 ans dans une kermesse paroissiale. Louise est une intellectuelle qui mena sa carrière comme elle l'entendait, sans se plier aux volontés de Hollywood. À la fin des années 1920, le casque à la garçonne qu'incarne Louise Brooks devient l'emblème de cette rébellion quotidienne des femmes pour l'indépendance. Pour incarner Loulou, fille sans tabou, provocante et sensuelle, le réalisateur Pabst voulut changer la coiffure de Louise. Finalement, il jugea que sa coupe à la garçonne convenait parfaitement pour symboliser la liberté absolue du personnage. Dès les années 1910, alors que Charlie Chaplin entame sa prodigieuse carrière et que Griffith tourne les premiers chefs-d'œuvre du muet, Louise commence à danser en public, accompagnée par sa mère au piano. En 1922, la jeune fille quitte le Kansas pour New York, où elle danse avec la pionnière de la modern dance, Martha Graham. Louise décroche de beaux contrats avec les Ziegfeld Follies, l'équivalent new-yorkais des fameuses folies bergères parisiennes. En 1925, elle se laisse tenter par le cinéma et signe son premier contrat pour 5 ans avec la puissante compagnie hollywoodienne Paramount. Louise tourne quelques rôles comme dans Une fille dans chaque port de Howard Hawks. Son talent d'actrice tragique se révèle dans cette histoire sociale et politique qui dénonce la crise économique qui amènera au crash boursier de 1929. En 1928, Louise obtient presque par hasard son rôle majeur, Loulou, dans La boîte de Pandore. D'après un roman de Frank Wedekind qui avait fait scandale à sa sortie en 1902, le réalisateur autrichien Pabst ne trouvait personne qui lui convienne pour jouer le rôle de cette fille scandaleuse, incestueuse, saphique, soumise au désir sexuel des membres de la classe dirigeante. Lorsqu'il propose à Louise de jouer Loulou, l'actrice qui se sent mal à l'aise dans l'ambiance d'Hollywood se décide en 10 minutes. Je suis partie, juste pour le plaisir. Quand Louise débarque à Berlin, elle est accueillie par la presse. C'est la première actrice d'Hollywood à tourner en Allemagne. Toute cette aventure lui plaît d'autant plus qu'elle déteste depuis longtemps le milieu superficiel du cinéma américain et qu'elle trouve en Pabst quelqu'un d'intelligent dont elle admire la démarche artistique.
Le film fait scandale, c'est la première fois qu'on parle d'homosexualité féminine sur grand écran. Louise, en interprétant Loulou, s'attire la haine des bien-pensants. L'opinion publique se déchaîne contre elle, comme si elle était, dans sa vie personnelle, le personnage qu'elle incarne à l'écran. Plus tard, elle écrira que le public croit que la vie privée d'une actrice ressemble à son rôle dans un film ne m'était pas venu à l'idée jusqu'à l'an passé, en 1964, quand un jeune Français vint me voir. Alors qu'il m'expliquait pourquoi les jeunes à Paris adoraient Loulou, il fit naître en moi une drôle d'idée. Vous parlez comme si j'étais lesbienne dans ma vraie vie. Mais bien sûr, me répondit-il, de telle façon que je compris soudain que je vivais depuis 35 ans dans une espèce de dépravation cinématographique. Au-delà des critiques d'une centaine et d'une certaine incompréhension, la performance extraordinaire de Louise, incarnant Loulou, la consacre comme l'une des plus grandes tragédiennes de tout le cinéma. Elle amène un jeu naturel, subtil et très nuancé par rapport à celui des acteurs du cinéma muet, souvent très exagéré. Louise ne singeait pas à la tristesse, elle l'incarnait. En Europe, Louise tourne encore 2 films. Le journal d'une fille perdue, toujours avec Pabst, en 1929, et l'année suivante, Prix de beauté, un film parlant sur un scénario de Pabst et René Clair. Encore des destins de femmes tragiques et une photogénie éblouissante qui la propulseront au rang d'icône intemporelle des années 1930. Parlant peu l'allemand, Louise choisit de rentrer aux États-Unis, mais Hollywood, vexé de son départ, ne lui propose plus que des rôles mineurs. Elle revient vers la danse en 1931 et tient le rôle principal d'une revue à Broadway. En 1933, elle se marie avec son partenaire dans le couple de danseurs Brooks & Davis, mais le quitte 6 mois plus tard. Elle trouve encore quelques rôles à Hollywood. Son dernier film est un médiocre western de 1938. Connaissant une situation de plus en plus difficile, éloignée de la scène, Louise se met à écrire une autobiographie qu'elle détruit et d'autres textes théoriques ou de souvenirs sur le cinéma. Elle y évoque notamment quelques monstres sacrés de Hollywood, ou encore le mania de la presse William Randolph Hearst, qui voulut faire d'elle l'une de ses courtisanes et qu'elle détesta. Louise Brooks était une solitaire, elle l'avoua elle-même, elle n'était pas faite pour la superficialité et les paillettes d'Hollywood.